Bienvenue au club. Et si nous parlions aujourd'hui du CV? Ah, le CV. Tout le monde sait tout sur le CV. On a plein d'informations. Les sites de recrutement, évidemment, vous demandent de déposer un CV. On apprend ça aussi dans des cours, etc., etc. Donc, bien sûr, on croit tout connaître sur le CV. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je vais vous enseigner ou vous parler de trucs absolument formidables qui marchent tout de suite, pas du tout. Et deuxièmement, ce que je vais vous dire là, par définition, n'est pas un cours sur le CV, sinon je serais en train de me contredire, absolument. Alors peut-être qu'avant de commencer, une chose que je peux vous dire, c'est que les CV, j'ai l'habitude d'en lire. Voilà, je recrute des étudiants, des professionnels, dans le cadre de mon équipe. Je dirige une licence RH dite à l'international. Donc des CV, j'en vois défiler. Et quand je vous dis ça, ça me permet en même temps de me positionner comme émetteur, comme si moi je rédigeais un CV, mais aussi comme récepteur, comme si j'étais évidemment un DRH dans une entreprise. Voilà, alors que se passe-t-il pour le CV en 2021? Est-ce qu'il y a des évolutions? Oui, sans aucun doute. On va en parler un petit peu dans cette vidéo. Alors, on pourrait peut-être commencer par mettre l'accent sur la difficulté qui est propre au CV. Alors, tout le monde sait que le CV, c'est le premier étage de la fusée, mais ce n'est pas encore le Saint Graal, ce n'est pas encore le recrutement. Il y a d'autres étapes qui éventuellement suivent, comme la lettre de candidature, on en parlera, comme les modalités d'entretien de recrutement, on en parlera aussi dans d'autres vidéos. Alors, peut-être qu'une des spécificités, avant de commencer d'aujourd'hui, c'est véritablement pour les entreprises, enfin pour les gens qui recrutent en général, la gestion du temps. Alors, vous savez toutes et tous que voilà, un lecteur, un recruteur, en moyenne, il va consacrer 5 secondes, entre 5 secondes et maximum 30 secondes, vraiment maximum, à la prise en considération des informations contenues dans le CV. Et donc là, vous voyez, il y a toujours une difficulté qui se pose d'emblée, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais passer du temps à fabriquer mon CV et ça va être expédié en quelques secondes. Franchement, c'est injuste. J'ai souvent ce genre de réaction, franchement. C'est injuste, on ne peut pas tout dire dans un CV, donc qu'est-ce qui accroche le lecteur? Et là, je pense à une vieille formule de mes études latines, la captatio benevolentiae. Comment accrocher l'intérêt? Ça, c'est vraiment la difficulté qu'il faut gérer. Et je dirais que quand on veut rédiger son CV, la première chose à penser, euh, sur quoi vraiment il faut méditer, c'est ça. Comment accrocher l'intérêt du lecteur? Et j'ai presque envie tout de suite de vous renvoyer au vieux schéma linguistique, par exemple de Roman Jacobson. Enfin, il n'est pas le seul, il y a eu Saussure, il y en a eu d'autres, bon, je vous épargne le détail. En gros, la communication, puisque le CV, c'est déjà une forme de communication très importante pour vous, le CV, c'est le produit, ce qu'on appelle le message d'un émetteur qui va vers un récepteur. OK, c'est simple dit comme ça. Sauf que, sauf que votre récepteur n'est pas toujours disponible. Et vous allez me dire, mais c'est scandaleux, c'est son job. Bah oui, peut-être, mais on reprend les schémas linguistiques, si vous voulez bien. Voilà, l'émetteur, il doit avoir ce qu'on appelle un code commun avec le récepteur. Et ici, on dira qu'il s'agit de la langue utilisée. Ah, vous allez me dire, c'est évident, c'est la langue française. Ben oui, sauf qu'il y a le niveau de langue et le choix des mots. On va y revenir. De surcroît, je ne vais pas vous rassurer, c'est pas parce qu'on fait passer un message qu'il est obligatoirement reçu, compris et appliqué. Votre lecteur, on le disait il y a quelques instants, il a peu de temps. Et de surcroît, parfois, il est, comme on dit en linguistique, affecté par ce qu'on appelle des bruits. Alors, par exemple, des bruits externes, bon, d'accord, le collègue qui mâche son sandwich à côté, vous allez me dire, ce n'est pas une difficulté, on laisse tomber les bruits externes. Vous avez ce qu'on appelle justement, en termes de langue,
les bruits qui sont propres au message, à l'information envoyée. Et là, je vous donne un petit exemple simple sur lequel vous pouvez méditer. Faites un bilan à la fin d'une semaine sur les messages que vous avez envoyés et posez-vous la question suivante. Combien de fois j'ai vraiment été compris ou comprise à 100%? Si vous faites ce petit boulot-là, ouais, peut-être que vous serez surpris du résultat. Et il y a un troisième type de bruit, les bruits psychologiques. C'est-à-dire que voilà, votre récepteur, votre lecteur, en vous lisant, peut-être qu'aussi il est en train de mouliner, il pense à autre chose, ses problèmes de plomberie, il s'est engueulé avec son voisin, son supérieur hiérarchique lui demande de finir telle ou telle tâche, non pas à l'instant N, mais à N-1. Donc tout ça, ça peut jouer. Et ce que je vous dis là, c'est une règle générale dans les principes de communication. N'oubliez jamais, là je vais vous dire quelque chose qui est vraiment important, c'est que, au fond, les échanges qu'on a avec les autres sont toujours, quelque part, gouvernés, régis par la volonté de faire des transactions. Je te donne ceci, tu me donnes cela en échange. Au fond, j'oserais presque dire, chez les gens, chercher l'intérêt. Voilà, il y a toujours un intérêt. Alors l'intérêt des autres, mais évidemment, il y a votre intérêt personnel bien consenti. Et ça, quand on l'applique aux situations humaines, franchement, vous pourrez éviter de perdre du temps. Alors, de surcroît, on rajoute quelque chose, une bonne communication, une bonne transaction, c'est une transaction équitable, c'est-à-dire, voilà, 50% pour toi, 50% pour moi. Et ça, quand évidemment, on a ces principes en tête, eh bien, on peut arriver parfois à mieux gérer les difficultés, ce qu'on appelle ben voilà, le manque de communication, le manque de compréhension entre les gens. Et ma foi, il y a beaucoup de travail devant nous, hein. Je crois que vous en serez toutes et tous d'accord. Alors, il y a un deuxième paramètre, c'est le fait que, on parlait du temps qui est réduit, c'est le fait que votre CV, au fond, c'est comme une feuille d'un arbre. Il doit être actualisé au minimum chaque année parce que on s'enrichit en expérience, on s'enrichit en pratique, parfois on s'enrichit en formation. Et là, évidemment, par rapport à votre récepteur, il y aura toujours la nécessité de relancer à un moment donné, notamment si vous passez par les job boards, dont on va dire un mot plus tard. Alors, autre difficulté encore, le CV, ce n'est pas que de la compétence. Le CV, ce n'est pas que de l'information proprement dite. Vous engagez littéralement une image de vous, une image de soi. Voilà. C'est quelque part, pour faire simple, une carte d'identité développée. Alors, la carte d'identité développée, bien sûr, ça va beaucoup plus loin que les informations signalétiques, sachant que ce qu'on vous demande, c'est au final de prouver votre compétence. Vous connaissez une des questions fondamentales de l'entretien de recrutement, très difficile, à savoir pourquoi je vais vous recruter, vous, plutôt qu'un autre ou qu'une autre. Là, vous êtes devant moi, j'en ai 50 qui attendent à la porte, vous avez tous et toutes les mêmes compétences. Alors, comment je choisis? Vous voyez, ça, c'est vraiment, je dirais, le point nodal hein, quand on arrive à l'entretien de recrutement. Comment on fait la différence? Je n'ai pas la prétention de répondre. Bon, évidemment, il ne faut pas en faire trop, mais parfois aussi, on voit des candidats qui sont un petit peu inhibés dans ce qu'on appelle en psychologie et en communication l'estime de soi. Voilà. Ils n'ont pas littéralement suffisamment confiance en eux. Et il faut bien le dire aussi, le stress, on appelle le stress, on en parlera peut-être une autre fois, va jouer également. Alors, tout le monde sait que, oui, le CV, c'est pour ça que je ne vais pas être trop long sur ce que vous savez déjà, le CV, c'est un ensemble de rubriques déjà. Hein, et voilà, le chiffre 3, je dirais, c'est le chiffre magique. L'expérience professionnelle, naturellement, vient en numéro 1 pour ceux et celles qui ont de l'expérience professionnelle. La formation ne vient qu'au numéro 2. Et en numéro 3, on met des informations complémentaires que vous jugez bonnes et qui permettent au fond pour votre lecteur d'appréhender le fait que vous n'êtes pas simplement une fonction, mais que vous êtes un être humain.
Voilà, alors ça ne veut pas dire que, évidemment, dans les informations complémentaires, on va raconter n'importe quoi, pas du tout. Mais il faut absolument avoir en tête ce paramètre. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des logiciels, vous n'êtes pas des machines. Et en entretien, parfois, d'ailleurs, entre quelqu'un qui est hyper compétent et quelqu'un qui l'est un peu, tout petit peu moins, mais qui a plus d'humanité, plus d'ouverture d'esprit, d'après vous, qui est le plus convaincant ou la plus convaincante? Je vous laisse le soin de répondre évidemment à cette question. Alors pourquoi le chiffre 3? C'est le chiffre magique. Raison simple, pensez à la dissertation, pensez à la dialectique. Ce n'est pas un hasard. Le chiffre 3, quelque part, ça aboutit à ce qu'on pourrait appeler une forme de démonstration verrouillée, autoréférentielle. Voilà. Faites l'expérience. Quand, par exemple, vous débattez avec quelqu'un, ce n'est pas la peine de vous en tenir à un seul argument, tout le monde comprend. Si vous en mettez 10, bah, vous arrivez à l'inverse de ce que vous voulez faire, c'est ce qu'on appelle l'émiettement de la pensée. Donc le chiffre 3, c'est le chiffre magique. Alors ça, c'est un élément. Qu'est-ce qu'on va voir en premier sur le CV? Alors là, il y a un paramètre à avoir en tête, c'est la question de la forme, c'est-à-dire de la mise en page, que ce soit sous forme matérialisée ou dématérialisée, c'est pareil, donc la forme, et de l'autre côté, le fond, le contenu. On sait depuis très longtemps ce qu'on appelle l'école du formalisme russe, ça date des années 1920, et sequentes. Là, on sait que c'est la forme qui induit le fond, et non pas l'inverse. Pensez, à titre de comparaison, à la logique publicitaire. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que voilà, une forme soignée, blabli, blabla, ça remplace absolument tout. Non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Les deux sont intrinsèquement liés, bien sûr, mais la forme vient en numéro un. Quand votre lecteur prend le CV, bah, il voit un bloc tout de suite, et de ce bloc, qui dépend donc de la mise en page, donc de la forme, vont se détacher certaines informations. Et là, je vais rajouter quelque chose, c'est ce qu'on appelle en psychologie et en communication le mécanisme de la perception. Alors pour faire simple, évidemment, la perception, c'est fondamental pour chacun et chacune d'entre nous. Qu'est-ce que l'on perçoit en numéro un? Des informations, bien sûr, qui viennent de l'environnement. Si je parle simplement, en gros, c'est le contraste, la dimension, l'intensité, la répétition. On va peut-être s'arrêter sur le terme de répétition. Et après, évidemment, on dira cet élément qui vient de notre environnement, nous sommes impactés par notre environnement, constitutif de notre identité. Alors là, ce sont les théories du behaviorisme, je n'y insiste pas. Après, dans notre cerveau, là, hein, notre ordinateur personnel, on mouline, c'est un véritable cadre de référence qui doit être séquent dans le cadre du CV avec ce que vous écrivez. C'est sûr, un recruteur qui est passé, je prends un exemple basique, par la même formation que vous, par la même université, par la même école, que sais-je encore, ça crée quelque part éventuellement une sympathie parce qu'on a un cadre de référence qui est extrêmement séquent. Mais il y a un autre paramètre qui joue aussi, c'est que dans notre mécanisme de perception, quand évidemment on mouline à l'intérieur, eh bien c'est la motivation qui vient, je dirais, en numéro un. C'est-à-dire que l'on va s'attacher à ce qui nous intéresse. Et vous êtes bien convaincu que, évidemment, personne ne lit un CV pour le plaisir. On lit un CV pour trouver the right man ou woman on the right place. Voilà, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et là, peut-être aussi que tant l'émetteur que le récepteur, votre lecteur, nous sommes impactés par autre chose. Et ça, je vais le dire en prenant des précautions. Il n'y a pas que notre système cognitif qui fonctionne. Il y a également nos affects, nos sentiments. Et là, je vais prendre juste un élément sans aller trop loin. On a coutume de dire, de façon un peu simpliste, que nous sommes plutôt cerveau droit ou plutôt cerveau gauche. Alors, je vous explique ça en un mot. Quand on est plutôt cerveau droit, eh bien, on est doué pour la synthèse.
on est géré plus facilement par nos émotions. Et quand on est cerveau gauche, on est plutôt dans le domaine de l'abstraction, de la logique. On procède par étapes. Alors imaginez que vous soyez plutôt cerveau droit ou cerveau gauche et imaginez que votre récepteur soit à l'inverse. Évidemment, c'est une difficulté de plus qu'il faut avoir en tête. Alors, donc, qu'est-ce que l'on voit? Je laisse de côté un petit peu la question formelle pour l'instant. Qu'est-ce que l'on voit en premier dans le CV? Qu'est-ce que l'on voit en premier? Ben, je vais vous dire d'abord ce que vous voulez que l'on voit en premier. Bon, alors ça ne va pas vous avancer beaucoup. On fait un petit détour très simple. Voilà, vous n'allez pas vous précipiter tout de suite sur un logiciel tout fait de rédaction du CV en essayant de meubler. Pas du tout. Je vous déconseille ce genre de pratique. Commencez à l'écrit, alors soit sur votre clavier, soit une feuille de papier. Une feuille de papier, c'est mieux, hein. Parfois, on pense mieux le stylo à la main que la main sur le clavier. Voilà. Vous prenez votre feuille de papier, vous écrivez 10 mots qui vous paraissent importants pour vous. 10 mots. Et vous dites, ces 10 mots, il faut absolument qu'ils passent. Puis après, deuxième étape, quand vous avez bien réfléchi, vous les réduisez à 5. Allez hop, 50% de balayé. Et enfin, troisième étape, vous les réduisez à 3. On retrouve le chiffre 3. Et ce chiffre 3, on va prendre là un exemple concret, eh bien, on peut l'appliquer peut-être dans une démarche traditionnelle ici à ce qu'on appelle l'accroche du CV. Voilà, après les informations signalétiques, hein, je vous ai dit que je ne vous faisais pas un cours, peut-être mettre dans un encadré 3 éléments fondamentaux pour vous, que vous soyez bilingue, que vous soyez, je ne sais pas moi, patient, qualité professionnelle, qualité humaine, à vous de choisir. Là, par définition, ça ne concerne que vous. Simple remarque, très simple remarque. Si vous faites une accroche du CV, surtout, éliminez le blabla. Du genre dynamique, hein, ou dynamisme. Mais oui, mais tout le monde est dynamique aujourd'hui, même si ce n'est pas vrai, hein. Tout le monde se doit d'être dynamique d'une façon ou d'une autre. Allez, au panier. Après, il y en a qui écrivent ponctualité. Je réponds toujours, mais la ponctualité, ce n'est pas une qualité, c'est une nécessité. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine d'aller travailler, hein, par définition. Allez, on élimine. Alors aujourd'hui, il y a aussi je souris, une espèce de jargon qui est très à la mode. Je vais juste dire le savoir-être. Voilà, le savoir-être. Bah, je vais être franc, hein, quel blabla. Alors moi, je peux vous dire je peux essayer de décrire ce qu'est l'être, en termes métaphysiques, en termes d'ontologie, en termes de philosophie, bon, ce que vous voulez. Franchement, avec toutes mes années de pratique derrière moi, le savoir-être, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est comme le savoir agir. C'est du blabla, ça. C'est pas du lexique. C'est du semblant, voilà. Hein. On veut en mettre plein la vue, on va épater. Bon, peut-être que ça en épate quelques-uns. Franchement, moi, ça ne m'épate absolument pas quand je lis ça dans des CV. Pour moi, c'est du jargon totalement inutile. Donc, choisissez bien vos termes. Il y a parfois des qualités qui sont rarement évoquées et qui sont bien davantage prisées, appréciées que d'autres, hein. Ayez en tête le fait qu'être dans une entreprise, une administration, une collectivité, que sais-je encore, c'est pas simplement une question de compétences, c'est aussi la volonté d'intégrer une équipe. Vous n'êtes pas seul. Alors l'équipe, bien sûr, elle est là pour faire du business, elle est là pour travailler, etc. Mais il y a ce facteur humain, comme disait Green, il y a ce facteur humain qui est absolument fondamental et donc qu'il faut avoir en tête quand on rédige. Alors, quelques éléments, bien sûr, à ajouter. Bon, les informations signalétiques, on sait, les rubriques, on sait, etc. À la fin du CV, parfois, ça dépend des cas, on peut très bien annoncer dans un deuxième encadré un projet professionnel. Alors, je vous dis ça parce que ça vous permet de faire comprendre à votre lecteur que vous avez une vision de l'avenir. Que voilà, je suis arrivé à une certaine compétence, mais je projette ça. Ça peut être intéressant pour le lecteur, alors pour des tas de raisons. Ça montre que vous avez de la volonté,
que vous êtes structuré, vous avez un parcours en tête, hein, parcours. CV, le curriculum vitae en latin, c'est bien le parcours de la vie, c'est le chemin de la vie. Donc pourquoi ne pas le rajouter ça à la fin, si évidemment ça vous intéresse et si évidemment vous êtes dans une entreprise où l'on peut mesurer ce genre de choses. Je vois avec les jeunes d'aujourd'hui, bon, bah, les jeunes, c'est ce qu'on appelle la génération du millénium. Donc, les attendus, la demande sur le plan travail, ça change aussi. C'est pas la génération d'avant encore, la génération Z qui restait en gros 5 ans dans une entreprise, hein. Donc, des questions du genre dans l'entretien, combien de temps comptez-vous rester dans notre entreprise? Franchement, ça a plus grand sens, ça a plus grand sens aujourd'hui. On sait très bien qu'on est à l'époque de la mobilité. Et puis, bah, on le voit quand on consulte les job boards. Et bon, franchement, des propositions de travail, il y en a sur les job boards, hein. Voilà. Alors, je pense d'ailleurs à un mot d'Edgar Morin qui disait, le grand Edgar Morin, au fond, le drame de nos sociétés, c'est qu'elles n'ont plus de projet. Alors justement, bah, de façon individuelle, appliquez-vous la nécessité, je dirais, d'avoir un projet, même si au bout du compte, vous allez vous dire, bah ouais, bah, dans le CV, au fond, il faut se vendre, faut se vendre. Ah, alors là, je vous dirais quel affreux mot. Je ne l'utilise jamais, jamais. Je crois que ce terme ce genre de mot, comme ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment l'évacuer de votre pratique. Pensez à votre estime de soi. Voilà, c'est pas la peine de dire je vais me vendre, hein, il y a suffisamment de choses à vendre comme ça dans la société. C'est pas la peine, à mon sens, d'en rajouter. Alors, je disais tout à l'heure, ne vous précipitez pas sur un logiciel. Bon, même si vous l'utilisez après, on parlait des mots-clés, etc. Je pense, en termes plus techniques, quand vous allez rédiger, à quelques éléments. Alors, d'abord, simplement, la ponctuation. On n'utilise jamais la ponctuation émotive dans un CV, dans une lettre de candidature, etc. Exemple de ponctuation émotive, le point d'exclamation. À éviter, ce n'est pas technique. Bon, bah, évidemment, vous ne l'utiliserez pas, mais il faut quand même redire des fondamentaux. Comme ce qui est fondamental, c'est de ne pas faire de faute d'orthographe. Mais ça paraît évident. Et en fait, ça n'est pas du tout. Et je vous dis pourquoi. Voilà, aujourd'hui, la certification Voltaire, entre autres, est très prisée des entreprises. Elle spécifie, alors je pense surtout à ceux qui sont jeunes, elle spécifie votre score dans la langue française. De même qu'en anglais, je vais prendre un exemple, le TOEIC est aussi très apprécié. Donc, il faut faire très attention à l'orthographe, bien sûr, au lexique qu'on emploie, qui suppose la compréhension des termes, c'est évident aussi, et puis les éléments séquents entre le vocabulaire que vous utilisez, donc technique, et le vocabulaire de votre récepteur. Alors, je reviens sur ce que je disais, par exemple, dans la mise en page du CV, je pense à l'anglais, voilà, maîtrise de l'anglais. Alors parfois, moi, avec le logiciel, on va vite, hein, et ben, on oublie de penser qu'il faut quand même spécifier précisément le niveau en anglais. Et là, c'est pas niveau technique, niveau moyen, bilingue, etc. Non, non, non. Quand on veut être précis, c'est la certification européenne. Si vous ne connaissez pas, allez sur vos claviers, cherchez certification européenne. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Voilà, hein. Et après, évidemment, on essaie de le prouver par des exemples, hein. C'est bien beau d'annoncer des compétences quand on peut mettre des exemples avec, c'est pas mal, c'est pas mal non plus. Alors, un mot peut-être sur la rubrique informations complémentaires. Ce n'est pas un roman, hein, c'est sûr. Là, il s'agit de mettre en avant ben, le facteur humain, comme on le disait tout à l'heure, mais surtout ce qui est un plus. Et le plus ici, on dira que l'angle d'attaque, c'est tout ce qui prouve votre intégration, vos valeurs d'intégration dans un groupe. Parler de voyage, bah oui, c'est bien gentil, mais ce qui est intéressant dans le voyage, c'est la découverte de cultures nouvelles. Méditer sur ce mot du grand écrivain latin Terence. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Voilà. Peut-être que c'est un aspect humaniste, mais qui est vrai, surtout dans notre époque. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ça fait partie
des messages qu'il faut peut-être, de façon quasi subliminale, essayer, de faire passer, à votre lecteur. Alors bien sûr, les compétences informatiques, par définition, vous êtes très compétent et très compétente. Maîtriser des logiciels, même si, ce n'est pas uniquement axé, par exemple, sur la comptabilité. Donc ces logiciels, il faut les mettre. De même que dans l'actualité, bah, on dira, quand on est sur un réseau professionnel ou des réseaux professionnels, par définition, on va en parler. Bon, ça paraît aujourd'hui, totalement incontournable. Je crois que c'est évident pour tout le monde, hein. Bon, alors pas évidemment dans les réseaux, je dis bien les réseaux professionnels, hein, je ne dis pas fatalement les réseaux sociaux en général. Alors, si je dis un mot sur les job boards, c'est-à-dire les sites internet qui permettent aux recruteurs de diffuser des offres, de communiquer des offres d'emploi. Alors, souvent, on trouve, ben voilà, envoyez votre CV, etc., etc. Il y a des sites qui sont cités, je pense que je peux les citer, comme Monster, comme Indeed, Pôle emploi, Viadeo de mémoire. Voilà. Bon, alors, ça permet quoi un job board? Ça permet finalement de gagner du temps. Voilà, ça, c'est clair. Il y a un fort taux d'audience, donc ce sont quelque part des médias absolument incontournables. Mais là, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Les CV, quand on les envoie, ils ne sont pas mis automatiquement à jour sur les bases de données. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà, ça c'est un petit élément en passant. Mais je vous conseille peut-être d'aller voir avant de vous précipiter sur la rédaction du CV. Alors après, il y a peut-être un élément fondamental, je pense. Peut-être que l'épine dorsale du CV, c'est la chronologie, ce sont les dates, hein. Vous savez toutes et tous qu'on fait attention aux dates, que quand il y a des trous ou des manques dans les dates, immédiatement on s'interroge. Donc il faut faire attention à ça. Alors qu'ajouter? En guise d'entrée en matière, je vous disais que, ben voilà, on voit aussi apparaître des recrutements sans CV, ou alors parfois, on en a beaucoup parlé, oui, les CV totalement anonymés, alors plus d'informations signalétiques, plus de photos, etc. Là, je n'ai pas à me positionner, hein, par définition. Simplement, je dirais qu'à un moment donné, quand on passe en entretien, que ce soit en mode vidéo ou en présentiel, bah oui, on voit bien la tête qu'on a, hein. Donc, à partir de là, je crois que c'est à chacun et chacune de se positionner. Il n'y a pas de, il y a pas de règle d'or absolue, me semble-t-il. Bon, sauf dans des cas particuliers. Bon, quand je fais des recrutements, voilà, bon, bah, après le baccalauréat, il n'y a, pas, il y a pas de photo, il n'y a pas ce genre de choses. Alors, le recrutement sans CV, c'est par exemple, de la part des recruteurs, un questionnaire spécifique pour chaque offre d'emploi. Voilà, ça peut être ça. Et donc, au fond, ici, on dira que le recrutement sans CV, c'est pas mal aussi, hein. Ça s'inscrit dans une logique de compétences. On répond à un questionnaire, plutôt que dans une logique de diplôme. Et aujourd'hui, vous savez, il y a quelque chose qui est vraiment très, très à la mode. On dit souvent qu'aujourd'hui, bah oui, il faut avoir une vision élargie des compétences, c'est-à-dire, voilà, parler de compétences, ça c'est peut-être important aussi, de compétences qui sont transversales. On adore ça aujourd'hui, hein, et que l'on peut donc transférer d'un type d'emploi, de poste, dans une entreprise donnée, à un autre. Voilà. Donc, euh, même si vous êtes dans cette logique éventuellement de recrutement sans CV, pensez quand vous rédigez votre CV à ça, hein, à cet élément-là. Alors, qu'ajouter à tout ça? Qu'ajouter? Peut-être que quand vous avez rédigé votre CV, ne l'envoyez pas tout de suite, c'est-à-dire, ben, c'est un peu comme quand on fait une sauce, hein. Laissez reposer un peu. Bien sûr, faites-le lire par quelqu'un qui vous est proche, et puis éventuellement après, vous allez le reprendre un petit peu. Alors, vous allez peut-être le reprendre à la marge, mais vous allez le reprendre un petit peu. Et à cette étape, ce que je vous conseille de faire, c'est
de vous enregistrer en vidéo sur votre smartphone, votre ordinateur. Timing, 1 minute. 1 minute. Vous avez 1 minute pour présenter votre CV. Vous allez voir comme ce n'est pas facile. Et après, vous regardez le contenu. Et vous serez peut-être surpris ou surprise. Voilà. Il me semble avoir bien parlé pendant 1 minute. OK. Et pourtant, j'ai oublié quelque chose. Ça arrive très souvent. Alors, voilà, l'avantage peut-être de ça, c'est justement penser à ce que l'on aurait pu éventuellement oublier, parce que au fond, dans la pratique, je dirais, de la langue, enfin généralement dans la pratique du langage, bon, là je m'inspire de deux choses. Je pense d'abord à un grand linguiste qui s'appelait Edward Sapir, avec ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf, S-A-P-I-R, plus loin Whorf, W-H-O-R-F. En gros, ça consiste à dire que, ça paraît peut-être évident, le langage que l'on utilise a un effet sur nos représentations mentales à nous, mais aussi sur les représentations mentales, le système cognitif si vous préférez, de l'interlocuteur. Ce qui signifie que, sans aller trop loin, le langage, enfin la langue, ses subdivisions, c'est un fait culturel en soi. Tout à l'heure, on parlait de cadre de référence, de motivation. Ben oui, dans le langage, il y a aussi des valeurs qu'on appelle sociétales ou civilisationnelles. Voilà, c'est facile. Et peut-être aussi une dernière chose dans la rédaction, et là c'est également un élément que j'emprunte à la linguistique, c'est la notion d'empan, E-M-P-A-N. C'est quoi l'empan? C'est lorsqu'on lit la capacité de mémorisation immédiate. Alors, ça ne signifie pas qu'on peut répéter comme ça, parce qu'on aurait mémorisé ce qu'on vient de lire, pas du tout. Ça veut dire que globalement, on retient l'essentiel. L'empan basique pour un lecteur, vous allez voir où je veux en venir, c'est 8 mots. 8 mots. Au-dessus, un lecteur moyen, en gros, c'est 16 mots. Un bon lecteur, c'est 32 mots. Et un lecteur, évidemment, qui n'est plus un lecteur, mais un liseur, pour prendre d'autres catégories, c'est beaucoup plus que ça. Ce qui signifie que lorsque l'on rédige, il faut partir de la base, c'est-à-dire des empans de 8 mots. Et là, vous avez de la chance, puisque vous savez que dans le CV, on ne fait pas de phrases complètes, on n'emploie pas le jeu, on emploie des phrases nominales, etc. etc. Et pour faciliter encore le travail du lecteur sur le plan de la lisibilité, partez du principe, voilà, que dans tout CV, il y a 2 niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est ce qu'on voit de façon très évidente. Le deuxième niveau, qui est plus spécifique sur le plan des compétences, etc., de la justification des compétences, on ne le voit qu'après. Alors ça peut prendre quelques secondes, pas plus, hein, mais là, sans doute, il y a des astuces à utiliser, des caractères gras pour les mots qui vous semblent importants. Je vous disais au début de cette vidéo, ben voilà, c'est bien de commencer par 10 mots, puis après de les réduire à 5, de les réduire à 3, et puis après de se lancer, de voir ce que ça donne. Bon, je crois que j'ai essayé de donner quelques éléments. Vous voyez, en aucun cas, ça ne prétend être un cours sur le CV. En aucun cas, je prétends bien sûr avoir raison. C'est une expérience que je vous transmets. Alors donc, écoutez, quand vous allez rédiger vos CV, je vous dirais, je vous souhaite évidemment bon courage. Et donc, à vos papiers, à vos plumes, et si vous voulez réagir à ce que je vous ai dit, pour m'améliorer moi-même, bien sûr, ce sera avec plaisir. Voilà, au revoir.